Tous les ans, entre juin et novembre, des cyclones tropicaux frappent les Caraïbes et les États-Unis. On les appelle ici ouragans. Avec leur vent de 120 à 300 km/h, ce sont les plus dévastatrices des tempêtes. Au fil des millénaires, les ouragans ont façonné la biodiversité de toute la région. Comment les êtres vivants résistent-ils à des phénomènes d'une telle véhémence? En adoptant pour certains des stratégies surprenantes qui passionnent les chercheurs des Caraïbes. Les crocodiles souffrent des ouragans, mais aucun chercheur ne sait au juste ce qui leur arrive dans les marais. C'est en partie grâce aux ouragans que les îles Caraïbes et la forêt tropicale sont ce qu'elles sont. On peut difficilement affirmer qu'un ouragan est totalement néfaste. Malgré leur impact dévastateur, les ouragans peuvent être bénéfiques pour la nature et la vie animale. L'historique des ouragans survenus ces 100 dernières années dessine un schéma assez précis de leur fréquence et de leur portée. Le hasard seul décide de leur ampleur et de l'endroit précis où ils vont sévir. Mais on a une certitude. Chaque année, plusieurs cyclones majeurs s'abattront sur le bassin des Caraïbes. C'est l'île de Cuba qui est le plus souvent et le plus durement éprouvée. Elle abrite une espèce rare dont les ancêtres ont côtoyé les dinosaures. Le crocodile de Cuba. Ces derniers représentants vivent dans les marais de Zapata, au sud de l'île. L'espèce existe depuis 135 millions d'années et aujourd'hui, les ouragans représentent pour elle une menace sans précédent. Toby Ramos est le spécialiste cubain de ces crocodiles. On va aller voir s'il y a des œufs dans le nid de l'année dernière. Là-bas au fond. Vérifier l'état de ces sites de ponte, dénombrer les œufs, c'est la priorité du programme de conservation des crocodiles de Cuba que dirige ce biologiste. Avant tout, il convient de négocier avec la future mère qui monte constamment la garde. Ce sont surtout les œufs des crocodiles qui sont menacés par les ouragans. Le plus gros problème que posent les cyclones, c'est l'élévation du niveau de l'eau et la destruction de la végétation. Si ça se passe pendant la période de reproduction, les nids sont inondés. Dès l'instant que la chambre d'incubation est remplie d'eau, les échanges gazeux à travers la coquille ne se font plus. On a alors un taux de mortalité très élevé. D'après notre expérience et nos observations sur le terrain, si l'eau inonde le nid pendant plus d'1 heure, les embryons cessent de se développer et meurent petit à petit par manque d'oxygène. Ce nid a l'air intact, mais Toby doit vérifier l'état des œufs. La mère n'étant pas très loin, il va falloir faire vite. Les marais de Zapata sont l'ultime refuge où les crocodiles de Cuba vivent à l'état sauvage. Ils y trouvent encore des endroits abrités des ouragans et des vents violents. Dans ce marais, avant, il y avait un ouragan en moyenne 2 fois par siècle. Depuis 20 ou 30 ans, il y en a un tous les 4 ans. Plus d'ouragans, donc plus d'inondations. Ce qui compromet fort l'avenir des crocodiles de Cuba dans ces marais et leur chance de s'y multiplier. Mais pour l'heure, cette mère, elle, aura contribué avec succès à l'avenir de son espèce.
Un crocodile cubain peut vivre plus de 100 ans. Autrement dit, certains de ces bébés risquent d'affronter une vingtaine d'ouragans au cours de leur existence. Ils sont aussitôt dans le bain, prêts pour un entraînement intensif. Tactique de chasse, embuscade, ils doivent apprendre le métier de prédateur et s'aguerrir pour le combat de la vie, qui consistera entre autres à éviter un ennemi plus dangereux qu'un cyclone. L'homme en veut depuis longtemps à leur peau. Toby élève des crocodiles de Cuba depuis 40 ans pour tenter d'assurer leur avenir. Quand ils ont la taille requise, ils vont repeupler les marais de Zapata. Une fois adultes, ils ne seront plus guère menacés par les ouragans, à condition qu'ils puissent se tapir au plus profond des marais. Le problème est que ces marais eux-mêmes sont vulnérables. « 300 km plus au nord, les Everglades de Floride. Ces vastes marécages et leur végétation unique ont subi plusieurs cyclones majeurs ces dernières années. Le marais des Everglades est en fait une immense rivière. Des millions de litres d'eau plus ou moins chaude, coulant imperceptiblement vers le sud, à 5 cm à l'heure. Cette étendue sans borne rend les plantes encore plus vulnérables, car les ouragans puisent leur énergie dans ces eaux chaudes et filent en toute liberté. Leur seul obstacle est la mangrove, les forêts de palétuviers qui prospèrent dans l'eau salée. Elles bordent la côte sur des centaines de kilomètres. Thomas Smith parcourt ces marais depuis des décennies pour étudier l'impact des ouragans sur ce milieu naturel vraiment à part. La mangrove du parc national des Everglades est un écosystème essentiel pour de nombreuses espèces animales que le visiteur ne voit même pas. Il y a ici une faune incroyablement riche. Des échassiers, des petits passereaux et énormément de poissons. C'est sous l'eau que l'on comprend le rôle clé joué par la mangrove. Les racines de palétuviers étroitement entrelacées forment une appréciable nurserie pour toutes sortes d'espèces aquatiques. Si la mangrove venait à disparaître, il en serait de même d'une grande variété d'espèces. Toute une chaîne alimentaire s'organise autour de la décomposition des feuilles de mangrove. Les bactéries d'abord, puis de minuscules crustacés, isopodes, copépodes, ensuite les petits poissons, les échassiers. Pour toutes ces espèces, ce serait désastreux. Les vents cycloniques provoquent parfois une importante élévation du niveau de la mer, qu'on appelle onde de tempête. Quel en est l'impact sur la mangrove? Les ouragans peuvent être aussi bien bénéfiques que néfastes pour les mangroves. Un cyclone de faible intensité, avec une onde de tempête modérée, déposera des sédiments dans la mangrove. Et une fine couche de sédiments limite un tant soit peu l'élévation du niveau de la mer. Mais il est rare que les ouragans soient sans conséquences. Toutes les terres se trouvant dans la ceinture des cyclones risquent d'être dévastées un jour ou l'autre, comme le fut la Floride en 1992. L'ouragan Andrew a marqué un véritable tournant pour les habitants du sud de la Floride. Et je n'oublierai jamais le jour où j'ai traversé un quartier où je ne reconnaissais plus rien. Parce que des maisons avaient disparu, des toits s'étaient envolés, la végétation avait été arrachée. Andrew a littéralement décimé les arbres sur son passage. Les sédiments dans lesquels pousse la mangrove sont très mous. Dès qu'un arbre commence à vaciller, il risque d'être complètement abattu ou coupé en deux. Dans certaines zones,
50, 60, voire 80% des palétuviers ont été instantanément fauchés. Certaines zones dévastées se sont régénérées, d'autres non. Il faut du temps à la mangrove pour pousser. La nature ne se cicatrise pas du jour au lendemain. Les forêts de béton ne sont pas moins touchées, avec des bilans humains parfois très lourds. Dans cette région de Floride, le risque zéro n'existe pas davantage, même pour les oiseaux. Les hirondelles noires, elles, volent au-devant du danger en choisissant de nidifier à la saison des ouragans. Des retraités d'une petite ville de Floride aident les chercheurs à comprendre suivant quelle logique ces passereaux migrateurs se déplacent. Encore faut-il en attraper un. Il y a des hirondelles noires qui nidifient dans la nature, mais assez peu. Elles sont des centaines de milliers à préférer ces nichoirs de luxe. Dépendantes de l'hospitalité des hommes donc, mais juste le temps de se reproduire. Elles migrent ensuite vers d'autres cieux. Avant chaque migration, les vétérinaires posent sur plusieurs hirondelles de minuscules émetteurs. Notre mission consiste à tenter d'épier les hirondelles noires à distance pendant leur voyage au Brésil. Il faut pour cela en équiper certaines de petites balises installées sur le dos. Le but de ce programme est de comprendre comment de fragiles passereaux, pesant à peine 50 grammes, peuvent parcourir une telle distance. On leur fait aussi des prises de sang et on leur pose une bague de reconnaissance. Ainsi, où qu'elles se posent, on connaît leur provenance. Leur cycle de reproduction les amène à traverser la mer des Caraïbes jusqu'en Amérique du Sud, au plus fort de la saison des ouragans. Les vétérinaires espèrent comprendre comment elles supportent cette épreuve. Elles partent du Canada en août et passent par ici fin août, début septembre. Les hirondelles noires évitent-elles sciemment les ouragans en modifiant leur date de départ ou leur plan de vol? Les balises GPS le révéleront peut-être. Fuir au bon moment, ce n'est pas si simple, même pour qui a des ailes. Les flamands des Caraïbes nidifient dans des zones de cyclone. Ils s'installent sur 4 sites aussi exposés les uns que les autres. Ces flamands vivent en colonie tout autour de la mer des Caraïbes. Leur plus grand site de nidification étant Rio Maximo sur la côte nord de Cuba. Ils sont près de 100 000 à s'y rassembler une fois l'an. Un collectif de chercheurs observe ces oiseaux en différents lieux de la région Caraïbe. À sa tête, José Leal qui constate que dans le marais de Rio Maximo, les ouragans ne font pas seulement des dégâts. Les ouragans ont un impact considérable, et parfois positif, en ce qu'ils modifient la répartition des espèces. Ainsi, quand un ouragan survient, les flamands migrent vers d'autres lieux. Cela peut se traduire par d'importants déplacements de la population de flamands de Rio Maximo. Certains de ceux que l'on trouve au Mexique, à Rio Lagartos dans la péninsule du Yucatan, sont les descendants de ces réfugiés climatiques.
Alex Zipshay, chercheur en poste dans le Yucatan, essaye lui aussi de comprendre cette dynamique des populations de flamands des Caraïbes. Lorsqu'un ouragan approche, certains flamands ont le temps de fuir pour gagner d'autres zones de nourrissage. En Floride, au Texas, à Cuba ou même au Venezuela. On sait qu'il s'agit de flamands ayant quitté le Yucatan pour échapper à un cyclone, car après le passage d'une tempête, on les identifie grâce aux bagues qu'on leur a posées, ici même, au Yucatan. Si un ouragan survenait, ces jeunes flamands tomberaient comme des quilles renversés par une énorme boule de bowling. En tout cas, à Cuba et dans toute la région, chaque cyclone souffle comme un ventilateur géant qui disperse les populations de flamands aux quatre coins des Caraïbes. Aujourd'hui, on n'a plus une population, mais une multitude d'effectifs partageant les mêmes gènes. Ces flamands deviennent une espèce que les ouragans déplacent d'une zone vers une autre. Les Flamands des Caraïbes vivent essentiellement dans cet archipel, mais il y en a aussi une petite population sur les îles Galapagos. Probablement poussés à se réfugier ici par une énorme tempête qui a balayé les Caraïbes. La preuve en est qu'en 1836, Darwin n'a pas mentionné la présence de Flamands aux Galapagos. En forçant les Flamands à fuir pour aller peupler de nouveaux territoires, les ouragans contribuent eux aussi en quelque sorte à sauver cette espèce en déclin dans le monde entier. Mais dans un ouragan, tout est imprévisible. Sa taille, sa force et le moment où il va frapper. Surpris par un cyclone majeur, des flamands en train de nidifier ont peu de chances de survivre. Que se passerait-il si un violent cyclone survenait pendant la période de couvaison? Occupés à nicher, les flamands ne s'enfuiraient pas. Quel pourcentage de leur population totale périrait? Cela ferait peser un risque énorme sur une espèce déjà menacée. Dans ces cas-là, ils vont le plus souvent s'installer dans le fond des lagons fermés de la mangrove. Rassemblés en une multitude de petits groupes compacts, ils ne bougent plus jusqu'à ce que l'ouragan soit passé. Si la mangrove disparaissait, les flamands mourraient. Voulant leur épargner ce sort, José Léal a créé un refuge pour les juvéniles encore incapables de voler. Avant l'arrivée de l'ouragan, les jeunes restés seuls sont rassemblés dans ce foyer, nourris, mis à l'abri. Ils sont ici en sécurité le temps que souffle le cyclone. Après quoi, on les remet en liberté. Il y a actuellement 4 sites de reproduction à Cuba, où les flamands reviennent tous les ans. Quand il y en aura davantage, leur espèce ne sera plus autant menacée par les ouragans. Un cyclone sera donc tantôt bénéfique, tantôt dévastateur pour les flamands selon qu'ils sont en train de nicher, ou libres de fuir avant la tempête. Mais s'échapper n'est pas toujours possible. Quand on vit loin d'un continent sur une île aussi isolée que Porto Rico, il est plus difficile de se soustraire au danger d'un cyclone. Sauf à trouver un abri vraiment sûr dans ce dédale de collines. Il y a ici d'innombrables grottes qui semblent s'animer à la tombée de la nuit. Sur le continent, il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris qui n'habitent pas les grottes. Alors que dans les Caraïbes, c'est toujours là qu'elles se tiennent.
C'est un avantage que de pouvoir vivre dans une caverne sur des îles souvent frappées par des cyclones. Les chauves-souris y sont en lieu sûr, à l'abri du vent et des pluies. Et à plus forte raison des ouragans. Ces grottes abritent parfois des centaines de milliers d'individus. La colonie la plus importante que nous ayons recensée en comptait près de 500 000. Mais en général, c'est entre 200 et 300 000. Ce qui détermine leur nombre, c'est la taille de l'entrée de la grotte et non l'espace intérieur. Car les chauves-souris sortent toutes au crépuscule pour se nourrir. Il y a donc une limite au nombre d'individus qui peuvent quitter la grotte à l'heure de la chasse aux insectes. Tandis que le professeur Duran pèse, mesure, examine quelques-unes de ces troglodytes, les autres quittent peu à peu la grotte. Les 13 espèces de chauves-souris de Porto Rico se divisent en deux groupes. D'abord les insectivores, comme celle-ci. Elles sont très friandes des insectes qui viennent se régaler du miel produit par les abeilles. Deuxième groupe, les frugivores qui se gorgent de mangue. Or, ce fruit est pour ainsi dire introuvable après le passage d'un ouragan. Les colonies de chauves-souris insectivores sont en augmentation sensible lorsqu'il y a eu un cyclone. Les chauves-souris frugivores, quant à elles, ne trouvent en sortant que des arbres dépourvus de fruits et de fleurs, parfois même des arbres morts. Dans ces cas-là, la pénurie de nourriture fait brutalement grimper le taux de mortalité chez différentes espèces. Mais c'est davantage à cause des conséquences du cyclone, c'est-à-dire le manque de nourriture, que du cyclone lui-même. Certaines des chauves-souris qui se nourrissent de fruits ou de nectar étaient les plus nombreuses dans les grottes. Puis leur nombre a diminué après le passage d'un ouragan. Au fur et à mesure de cette diminution, la proportion des chauves-souris insectivores a augmenté pour finalement devenir prédominante. Et elles le sont encore aujourd'hui. D'où parfois une modification du peuplement de la grotte jusqu'au prochain cyclone. Le cœur de Porto Rico est occupé par une forêt tropicale. El Yunque, 12 000 hectares de végétation luxuriante peuplée d'animaux. Que se passe-t-il quand cette forêt est frappée de plein fouet par un ouragan? Un groupe de scientifiques étudie depuis une quarantaine d'années cet écosystème unique en son genre. En 1989, cette forêt a été traversée par l'ouragan Hugo et ses vents les plus violents. Il a fauché 37% des arbres et a causé à El Yunque des dégâts sans précédent. Pour un observateur extérieur, la forêt paraissait purement et simplement dévastée. La première fois que nous y sommes revenus, beaucoup de gens qui travaillaient ici se lamentaient, pensant que la forêt était détruite à jamais.
Parce qu'on croyait alors que les forêts tropicales étaient très fragiles. Après l'ouragan, on a bien vu que toutes les grosses branches de la canopée et les feuilles de la forêt avaient été fauchées en un rien de temps. À cet endroit précisément, il y a 23 ans, vous n'auriez vu derrière moi que d'énormes tas de feuilles et de branches qui formaient auparavant la canopée de la forêt. La forêt a complètement changé d'aspect. Au lieu d'être dense comme avant, c'est aujourd'hui une forêt ouverte avec ses gigantesques monticules de débris. En 4 heures, l'ouragan Hugo a fait autant de débris qu'il en tombe normalement sur le sol de la forêt en un an. Les scientifiques essaient d'expliquer, de comprendre par quel mécanisme la forêt recycle tous les débris de feuilles et de branches qui jonchent le sol après un ouragan. On appelle cette expérience une coupe contrôlée. Il s'agit de reproduire les effets d'un ouragan à très petite échelle. C'est là qu'on mesure leur puissance colossale. Il faut une journée pour couper un seul arbre à la tronçonneuse. Un ouragan, lui, détruit toute une forêt en quelques heures. L'expérience de coupe contrôlée menée à Porto Rico doit nous permettre de comprendre comment s'opère la décomposition des monceaux de feuilles et de branches laissés par les ouragans. Pour cette expérience, nous avons tronçonné des arbres et laissé sur le sol la même épaisseur de branches tombées que celle observée après le passage de l'ouragan Hugo. Ensuite, nous avons étudié le processus de décomposition pour savoir comment opèrent les micro-organismes, en combien de temps ils désagrègent les débris organiques. Lorsqu'elles tombent naturellement, feuilles et branches sont déjà en décomposition, donc pauvres en azote. Alors qu'un ouragan arrache des feuilles fraîches et du bois vert fortement azoté. Ces déchets verts fertilisent les arbres et les sous-bois que la tempête a épargnés. La lumière fait le reste, car les vents furieux ont ouvert de belles trouées dans la canopée. Nous avons été très surpris par la vitesse à laquelle cette forêt s'est régénérée. Et on était loin d'imaginer ça avant le passage de l'ouragan. Les débris ont été naturellement recyclés en l'espace de 5 ou 6 ans. C'est le propre des ouragans que d'abattre d'énormes quantités de matière qui, une fois décomposées, permettent à la forêt de renaître. Ça a été pour nous une grande leçon sur la capacité de résilience des forêts tropicales. Cette forêt, très dynamique, a effectivement démontré son aptitude à surmonter le stress d'un ouragan. Certains de ses habitants manquent en apparence d'une telle adaptabilité. Tamara Scalé, spécialiste de l'écologie comportementale, se penche depuis des années sur ces torrents de montagne. Dans les montagnes de Luquillo, beaucoup de sources protégées constituent des réserves d'eau douce pour toutes les communautés et les villes alentours. Elles sont habitées par des animaux méconnus et pourtant fascinants. Des décapodes, des crevettes. Tamara a découvert que ces petits invertébrés s'appliquaient à garder leur ruisseau propre. Chaque espèce joue un rôle précis dans ce nettoyage.
Beaucoup de petits cours d'eau, comme celui-ci, sont complètement couverts par la canopée et envahis par des branches tombées. Mais ils abritent des crevettes qui clarifient l'eau. Les crevettes dorées, par exemple, sont des agents de nettoiement infatigables qui broient des feuilles pour les dévorer. On a estimé qu'elles consommaient 40 à 50% de la biomasse qui tombe dans un torrent pendant une période donnée. Sans ces délicats crustacés, les cours d'eau de Porto Rico seraient envahis par les débris que génèrent les ouragans. Et en aval, l'eau serait bien moins pure. Mais comment font-elles pour survivre aux brusques montées d'eau et aux ouragans? On n'imagine pas la vitesse à laquelle le niveau des cours d'eau peut monter quand il se met à pleuvoir, même si les pluies s'abattent plus haut dans les montagnes. Les crevettes étant habituées à vivre dans ces torrents, elles en perçoivent immédiatement les signes avant-coureurs, tels que l'augmentation du débit ou de la turbidité de l'eau, et elles changent de comportement. Les crevettes qui vivent le plus souvent dans les vasques profondes se réfugieront sans doute sous les roches. D'autres sont entraînées par le courant, mais peuvent sauter hors de l'eau à un moment donné. Tant qu'elles sont mouillées et proches du lit du torrent, elles peuvent se déplacer d'un bassin à un autre pour échapper au courant qui les entraînerait en aval. Le fait que les crevettes soient ballottées de ci de là par le courant augmente à peine leur taux de mortalité. Les ouragans leur offrent l'opportunité de retourner vers l'amont pour repeupler les torrents, de repartir du bon pied. Ces fragiles crevettes sont en fait des guerrières. Elles ont appris à se défendre des ouragans et même à en tirer parti. Pour la capitale de Cuba, si fragile, elle, par sa vétusté, les cyclones sont une permanente épée de Damoclès. Pedro Alcolado habite la Havane. C'est un des éminents spécialistes des coraux. La plaque océanique de Cuba est presque intégralement entourée de récifs coralliens. 3200 km, dont 750 de barrières de corail peu profondes.
À Cuba, les coraux sont dans un état de dégradation plus ou moins avancé. Seuls 6% d'entre eux sont intacts. Comment expliquer une dégradation de cette ampleur? Certaines causes de ces dégâts sont visibles sur le site où se rend à présent Pedro Alcolado, la Ciénéga. Ce récif est relativement abrité des vagues les plus destructrices, même s'il lui arrive parfois d'essuyer de fortes tempêtes. Deux raisons expliquent que ce récif soit le mieux conservé de Cuba et même des Caraïbes. La première, c'est sa position géographique, qui le protège des vents. De ce fait, au passage d'un ouragan, les coraux sont moins touchés que dans d'autres récifs. La deuxième, l'apport dans ces eaux de nutriments en provenance des marais de Zapata. Il favorise l'apparition de plancton dont se nourrissent les coraux. Quelques variétés de coraux évoluent de façon à pouvoir faire face aux dégâts causés par les ouragans. C'est le cas du corail corne de cerf. Les acroporas, comme le corail corne de cerf, repoussent aux endroits où ils ont été cassés par des tempêtes. C'est manifeste dans ce récif. Sur cette partie, moins exposée que d'autres, s'épanouissent des coraux corne d'élan, une espèce pourtant classée comme menacée. L'équipe va plonger à présent sur le flanc du récif corallien qui subit de plein fouet les pires intempéries. Ces coraux gravement détériorés par plusieurs ouragans ne semblent pas se régénérer. En lieu et place d'un jardin sous-marin, on a maintenant un désert. Après le passage d'un ouragan qui a dégradé les coraux, des algues et d'autres organismes incrustants s'installent sur les vestiges du récif, ce qui empêche les larves de corail de s'y accrocher et de reconstituer les massifs détruits. Les plus lents à se remettre sont les coraux et les poissons. Or, les coraux sont essentiels, puisqu'ils constituent la structure même du récif. S'il y a un ouragan tous les 6 ans, ça peut être une bonne chose pour la vitalité des récifs. Les fragments de branches retombent et font de nouvelles pousses. Le corail grandit et s'étend. En revanche, s'il y a un cyclone chaque année, le récif n'a pas le temps de se remettre. Il finit par s'étioler jusqu'à devenir un tas de débris. Souvent, les gens se demandent si les coraux s'adapteront à des ouragans différents. La question ne se pose pas. Il y a des espèces qui, au fil des derniers millénaires, se sont adaptées à de violents ouragans et continuent de prospérer. Les récifs des Caraïbes devraient pouvoir survivre aux ouragans. Ils sont hélas trop affaiblis pour se régénérer normalement. Les activités humaines, pollution, surpêche, rejet industriel, plus le réchauffement climatique,
ont causé d'énormes dommages. Chaque année, dans les îles Caraïbes, on tend le dos. On attend l'ouragan qui tôt ou tard se déchaînera. Ce jour-là, beaucoup d'espèces ne devront leur salut qu'à des comportements instinctifs qu'elles développent depuis des millions d'années. L'île de Banco Chinchorro, à l'est du Yucatan, a subi 3 ouragans majeurs en l'espace de 10 ans. Elle n'en reste pas moins un site de recherche idéal pour le biologiste Pierre Charruot. La réserve de Banco Chinchorro possède des caractéristiques hors du commun. En particulier son isolement, loin au large du continent. Et comme en plus c'est un site protégé, on y trouve une biodiversité exceptionnelle. Entre autres, une population de crocodiles américains étroitement surveillée qui a été épargnée par la chasse intensive du siècle dernier. Donc idéal pour une étude écologique. Pierre Charruot passe des nuits entières à guetter ces crocodiles américains. Avec d'autant plus d'inquiétude que la montée du niveau de la mer a submergé l'île de 3 mètres lors du dernier cyclone. Et la température a chuté soudainement, ce qui peut arriver de pire aux crocodiles américains. Une baisse aussi brutale de la température tue les embryons presque instantanément. Ils ne survivent pas en dessous de 26 degrés centigrades. Le crocodile américain est adapté à la vie dans l'eau salée. Ses œufs ne craignent pas d'être immergés. Le froid, en revanche, leur est fatal. Pierre Charruot en a eu la confirmation après le passage du cyclone. Dans la nuit qui a suivi le cyclone, on a trouvé un nid où pas un seul bébé crocodile n'avait vu le jour. D'ailleurs, nous pouvons voir sur cet œuf une petite tache sombre qui révèle que l'embryon est mort au tout début de la période d'incubation. Sur l'île de Chinchorro, les cyclones tropicaux se suivent et se ressemblent. Nouvel assaut, nouvelle pluie torrentielle, des heures durant. Cette fois, l'île sera noyée sous 4 mètres d'eau. Les refuges des crocodiles adultes seront bientôt submergés, ce qui en obligera certains à chercher ailleurs un lieu sûr. Pendant cette migration, seuls les plus grands individus, de 4 mètres et plus, survivent assez longtemps en mer. En utilisant les courants, ils nagent sur plusieurs centaines de kilomètres sans problème. Dans les hauts fonds, ils marchent plus qu'ils ne nagent, et en suivant généralement des courants qui les emmènent vers le nord, vers le golfe du Mexique. À cause des cyclones, ou plutôt grâce à eux, quelques crocodiles américains ont fait cette longue traversée.
qui a permis à leur espèce d'aller repeupler une vaste zone géographique incluant l'île de Cuba. Les crocodiles américains prospèrent bien sûr au détriment des crocodiles de Cuba 2 fois plus petits. Ces derniers risquent d'être purement et simplement éliminés par les croisements avec ces nouveaux venus, plus gros et plus résistants. Le crocodile cubain n'a plus qu'un refuge pour fuir ouragans et envahisseurs. Le marais de Zapata. Peut-être son dernier retranchement. Heureusement pour le crocodile cubain, il y a dans les marais de Zapata des cénotes. Les cénotes sont des gouffres calcaires, des labyrinthes remplis d'eau. Ils peuvent très facilement se réfugier dans ces cénotes quand surviennent des cyclones. Dans les Caraïbes, les ouragans ont la force de détruire, et aussi celle d'infléchir la nature, obligeant les êtres vivants à s'adapter, à se mélanger, à se renouveler. Les ouragans anéantissent ponctuellement des individus, mais à long terme et à l'échelle de la planète, ils ont sur la biodiversité des effets d'une autre ampleur. Ce qui s'exerce ici est la force du renouveau. Et il se peut qu'une variété de crocodiles, fût-elle vieille de 135 millions d'années, n'y survive pas. À l'avenir, les ouragans seront probablement encore plus puissants et plus profonde leur influence sur la nature.